Salut Alex. Ah, nouvelle journée, nouveau tarif, 200% sur les produits pharmaceutiques, 50% sur le cuivre. Oui, effectivement, mais ceci dit, là, on rentre dans une phase un peu, comment dire, évasive là, des C'est des menaces menaces, là. Ouais. trumpiennes, là, effectivement. Dans le cas du cuivre, là, bon, Donald Trump dit quelque chose, Howard Lutnick dit autre chose là, hier, là, notamment à la télévision. On parle de tarifs de 50% qui pourraient entrer en vigueur assez rapidement, mais on s'est pas engagé à une date précise. Tarif de 50%, donc qui ferait augmenter là, par 1,5 le prix du cuivre. Et il faut dire que les États-Unis importent à peu près la moitié du cuivre là, dont ils ont besoin à toutes les années, notamment du Canada, mais aussi du Chili et d'autres pays d'Amérique latine. On comprend pas vraiment d'où ça vient, puisque le cuivre, ben, éventuellement, on le trouve dans le sol. Hein, fait que c'est pas comme si soudainement là, on allait comme l'inventer le cuivre là, en sol américain. Je pense que M. Trump souhaite que certaines étapes de la transformation se retrouvent possiblement là, aux États-Unis. Mais encore une fois, c'est un secteur, comme beaucoup d'autres, qui est très intégré. Donc, on creuse à certains endroits, on transforme à d'autres. Et ces usines qui permettent de transformer le cuivre coûtent des milliards de dollars à fabriquer. Donc, c'est pas gagné là, que demain matin, à 2 semaines de préavis, il y a des grands chantiers de transformation du cuivre qui vont se mettre en place. Donc, ce que ça risque de faire, évidemment, c'est d'imposer un coût additionnel pour les entreprises américaines. Donc, ça n'a pas été très bien reçu hier. On a vu les prix là, des promesses futures là, sur le prix du cuivre exploser pendant la soirée, évidemment, parce que ça pourrait devenir une denrée beaucoup plus rare aux États-Unis. Et c'est à se demander de quelle façon ça va avoir des conséquences chez nous, au Québec, au Canada, pour ce qui est de l'aluminium, l'acier. C'est sûr que le Québec est plus touché. De ce qu'on en comprend, là, le cuivre, c'est davantage quoi, en Colombie-Britannique, en Ontario? Et un peu au Québec aussi, là, effectivement, là, les trois grandes provinces vont être exposées si jamais ça entre en vigueur. Puis encore une fois, la question, c'est dans la mesure où les États-Unis n'ont pas beaucoup de possibilités de remplacement à court terme, ben dans les faits, ça risque d'être largement payé par les Américains. Donc oui, ça va avoir un impact négatif sur nous, mais ultimement, c'est vraiment une taxe sur les entreprises et sur les consommateurs américains que Donald Trump a décidé d'annoncer hier. Et en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, Alex, là, on est vraiment dans le pur délire trompien là, habituel. Ce sont des tarifs qui s'imposeront un jour. Il n'y a pas de date. On parle de peut-être 18 mois, mais chose certaine, là, ce n'est pas quelque chose qui va entrer en vigueur maintenant. Évidemment, M. Trump va devoir faire face à la musique aux élections de mi-mandat en novembre 2026. Donc, c'est sûr que la dernière chose qu'il veut, c'est faire augmenter rapidement le coût des médicaments par l'imposition d'un triplement là, des coûts. Et l'industrie pharmaceutique elle-même a réagi très négativement là, par la voix de ses lobbyistes, par la voix de ses associations. Elle ne souhaite pas ça. Donc, on se demande à qui répond ou à quelle impulsion répond Donald Trump lorsqu'il promet ça. De même, là, encore une fois, la production de produits pharmaceutiques, ben, c'est localisé dans plusieurs pays d'Europe, d'Asie, évidemment aux États-Unis également. Mais c'est pas comme si, en claquant des doigts, on pouvait transposer tout ça très rapidement. Puis éventuellement, ce que ça pourrait même faire, ce serait décourager l'investissement dans la recherche et développement dans le pharma, Alex, parce qu'évidemment, chaque dollar que l'État prend à travers des tarifs, ben, c'est un dollar qui ne va pas en R&D, qui ne va pas en fabrication. Donc, c'est comme une forme de taxe, hein, de prélèvement sur une industrie entière. Et ça, évidemment, c'est très mal vu là, par les associations d'acteurs pharmaceutiques américains. Tu connais mon intérêt pour la bourse. Alors, à chaque fois que le président Trump ouvre la bouche, j'aime ça aller voir l'impact sur les marchés boursiers ou encore sur les transactions d'avant ouverture de marché. Alors là, hier, il annonce ça, là, je me précipite, mais tu sais, tu regardes le Dow Jones, petit recul de 0,37 hier, le S&P 500, petit recul de 0,07 et le Nasdaq 0,03. Rapportons-nous en avril, là, à Journée de la Ouais. Libération, les gros tableaux, ça avait été catastrophique. As-tu l'impression que là, les marchés font comme bon, OK, on va voir. Absolument, je veux dire, faut quand même constater, puis tu sais, on peut faire des blagues avec taco là et tout ça, mais que tout ça est du bruit là, puis c'est quand même, faut se rappeler là la théorie ou la stratégie de Steve Bannon, qui a été à une époque un conseiller proche du président Trump, notamment dans son premier mandat. La stratégie, puis on en fait partie un petit peu, Alex, en tant que média, hein, c'est vraiment de saturer le terrain de jeu médiatique
énergétique de n'importe quoi, en fait. Et M. Bannon lui-même dit, on va les ensevelir sous de la merde. On va constamment faire du bruit et ça fait en sorte qu'ultimement, on ne saura pas qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est vrai dans la question des tarifs. Là. Je veux dire, il y a tellement de dossiers, de cas, il y a 90 pays en 90 jours. Il y a 2 ententes qui ont été réalisées et encore, ce ne sont même pas des ententes. Donc, tu vois, ce n'est que du bruit et M. Trump est extraordinaire comme candidat à faire du bruit parce je pense pas qu'il comprend particulièrement bien ce qu'il est en train de faire. Donc, il gesticule, il prend des décisions, entre guillemets, et ça donne ce que ça donne. Et donc, les marchés, qui sont, eux, plutôt peuplés de gens assez intelligents, hein, les analystes financiers, les investisseurs, là, c'est des gens généralement, qui carburent assez rapidement entre les 2 oreilles, ils voient là, de plus en plus à travers ce jeu-là. C'est-à-dire qu'il y aura un impact, c'est assez certain, de l'inflation peut-être, un ralentissement économique aussi peut-être, mais les analystes et les investisseurs attendent de voir quel impact ça aura. Au début, on avait peur que ça ait un impact. Maintenant, on n'en a aucune idée puisqu'à tout moment, tout ça pourrait revenir en arrière, pourrait être annulé, des exceptions pourraient être faites. Et donc, quand on aura les résultats des entreprises, leurs profits, leurs bénéfices, leurs dividendes, quand on verra les vrais chiffres qui affectent l'économie réelle américaine, je pense que les investisseurs prendront des décisions à ce moment-là. Mais à court terme, effectivement, tu as raison de le dire, il y a comme plus vraiment de réaction. Regarde, le cuivre a pris 8-9 %. Effectivement, c'est vraiment un bien très particulier, mais sur l'ensemble, ça n'a eu pratiquement aucun impact sur le marché boursier au global. Plus près de chez nous, il y a des dizaines de coopératives d'habitation qui sont sous surveillance. Oui, tu sais, tu connais je sais pas si tu connais, mais en tout cas, je suis très dubitatif là, de ce qu'on appelle le hors marché là, dans le langage de l'immobilier. Puis une raison assez évidente pour ça, c'est que on fait miroiter ça comme une opportunité extraordinaire d'offrir des loyers abordables. Puis là-dessus, je suis d'accord sur l'objectif. On veut s'assurer que les gens qui ont moins de revenus puissent se loger, puis de manière générale, de faire baisser le prix du logement. L'objectif, on le partage, je pense tous. Après, c'est la question du moyen. Puis l'enjeu qu'on voit aujourd'hui, là, c'est que dans ces coopératives d'habitation, il y a un vrai problème, Alex, c'est que c'est très mal géré. Tu sais, c'est géré par qui est là. Souvent, ces gens-là n'ont pas de compétences. D'ailleurs, bon, je vais faire un petit tour de chapeau là, envers Pierre-Yves McSween qui a fait tout un reportage à Télé-Québec là-dessus. Il cherche un comptable, il cherche un homme de main, il cherche à peu près n'importe quoi, mais ça fait que c'est bénévole et c'est donc fait un peu n'importe comment. Ça ouvre la porte à du népotisme, ça ouvre la porte à de la fraude et de manière générale, les loyers sont faibles. Pourquoi? Parce qu'on entretient un déficit de maintenance. Hein? Quand tu payes 300 $ par mois pour ton logement, qu'est-ce que tu ne payes pas? C'est la dépréciation de la toiture, de la maçonnerie, de la fenêtre. Donc, c'est pas cher, mais à un moment donné, dans 30-40 ans, la bâtisse s'effondre. Puis tout le monde se demande pourquoi. C'est pour ça. Donc là, il y a 30 quelques coops qui sont sous tutelle, là, puis je soupçonne qu'il y en a plusieurs dizaines de plus où c'est très mal géré. J'ai été moi-même aux premières loges de situations comme celle-là. C'est quand même assez inquiétant, Alex. Merci beaucoup, Francis. On t'écoute À demain. cet après-midi. Salut.